Nous sommes le jeudi 18 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. Bienvenue à tous dans cette édition d'information matinale. Ouvrons cette édition avec l'Afrique occidentale, précisément la Côte d'Ivoire, où Abel Naki, leader de la résistance ivoirienne et panafricaine, a finalement regagné la terre de ses ancêtres il y a 3 jours après plusieurs années d'absence et d'activité politique à travers les capitales européennes où il a porté le message pour libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo incarcéré là à La Haye. Tout de suite, le reportage. Abel Naki, leader politique, président du CRI panafricain, est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce lundi 15 septembre en provenance de la France, où il mène ses activités politiques et parcourt les capitales européennes pour porter le message de la libération du président Laurent Gbagbo incarcéré à La Haye. Quelques militants de son parti et des proches parents sont venus l'accueillir pour lui témoigner le combat qu'il mène pour la libération des prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. L'arrivée de mon frère qui vient tout à l'heure, ça me fait plaisir. Parce que je veux que tout ça va aller. À sa descente d'avion sous le coup de 18h GMT, c'est tout heureux qu'il a retrouvé ses militants dans une ambiance bon enfant. Galvanisé par l'accueil qui lui a été réservé, il a adressé un premier message au pouvoir d'Abidjan tout en exhortant les Ivoiriens à aller résolument à la réconciliation nationale. Nous sommes arrivés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Nous sommes venus apporter un message de paix et de réconciliation entre les Ivoiriens. Chers amis, soyez à l'écoute. Les prochains jours, nous vous dirons le déroulé de notre mission et ce pourquoi nous sommes là. Il faut souligner que Abel Naki est le leader des mouvements patriotiques de la diaspora qui organise des manifestations dans les différentes capitales du monde pour expliquer la crise ivoirienne et la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a par la suite transformé son mouvement patriotique en parti politique, d'où sa première visite en Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale. En République démocratique du Congo, le pasteur Coutinho Fernando, arrêté il y a 8 ans, est condamné à 10 ans de prison ferme par la Cour militaire de Kinshasa pour détention illégale et dissimulation d'armes et munitions de guerre ainsi que tentative d'assassinat de son collègue Ngassi, a été libéré ce lundi et ce au lendemain de la grâce présidentielle qui lui a été accordée par le président Joseph Kabila. Reportage de Sylvie Ngaloua et Robert Kalemba. À travers des chants, de coups de sifflet et des danses, les fidèles de l'église armée des victoires expriment leur joie sur la libération de l'archibishop Coutinho Fernando, incarcéré en prison depuis 8 ans. Cette mesure de grâce du chef de l'État congolais à l'égard de l'initiateur de la campagne Sauvons le Congo est clamée par tous ses fidèles qui, pendant tous ces temps, espéraient encore revoir leur pasteur reprendre avec ses activités pastorales au sein de l'église, telles que nous les confirment ses collaborateurs trouvés sur place. Ça, c'est son vœu. C'est l'alliance qu'il a faite avec son Dieu. Il prêchera l'évangile tant qu'il sera vivant. Donc il va prêcher. Ça, lui, c'est un lion. Lui, c'est un prédicateur de l'évangile. Il prêchera l'évangile. Du côté de la population, c'est la joie exprimée par tous. Ces hommes et femmes remercient le chef de l'État pour cet acte de clémence à l'égard de Coutinho Fernando. Ils souhaitent que cet homme de Dieu puisse continuer avec ses actions de l'éveil patriotique. Nous les chrétiens, nous trouvons que c'est la justice divine. Dieu a imposé à un moment donné à son serviteur d'accepter cette condition-là. Et aujourd'hui, il est gracié, oui. On accepte cette forme de la présentation de la décision. Quelqu'un qui a
quelque chose à dire à la population congolaise et libérée, nous croyons que le combat va continuer. Ainsi prend fin le calvaire de Coutinho Fernando. Le numéro 1 de l'église armée des victoires avait été mis aux arrêts avant d'être traduit en justice devant une juridiction militaire sous les accusations de détention et dissipation des armes et munitions de guerre, des tentatives d'assassinat sur la personne du pasteur Ngalassi. Allons en Afrique orientale, plus précisément en Éthiopie, pour parler de culture. La vieille cité d'Harar attire beaucoup de monde et aussi de nouvelles pratiques, mais la tradition historique, culturelle et religieuse unique de ce lieu saint de l'islam y sont toujours bien vivantes. Reportage de Roland Djakou. Voici l'une des plus anciennes villes d'Afrique de l'Est, Harar, une cité fortifiée fondée au Xe siècle dans l'est de l'Éthiopie. Aujourd'hui, les lieux saints et demeures traditionnelles côtoient des publicités pour des marques de bière. Mais des militants et passionnés veillent à préserver les riches traditions de la ville. C'est à cause de la mondialisation. On ne peut rien faire contre cela. Tous les changements ne sont pas mauvais. Mais la culture, la religion de Harari, la culture de Harari survivront. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses 82 mosquées dont 3 datant du Xe siècle, Harar est parfois décrite comme le 4e lieu saint de l'islam, après la Mecque, Médine et Jérusalem. Fermée aux chrétiens jusqu'en 1887, les longues années d'isolement ont façonné une culture unique à la ville, caractérisée par la langue harari et l'artisanat traditionnel, comme la reliure ou le tissage. Une identité dont les habitants sont fiers. Ils veulent rester eux-mêmes, ne pas imiter les autres. Mais quand ils voient l'influence de l'Occident, ils disent ça c'est à eux et ce qui est à nous est à nous. La célébration de l'Eid el-Fitr est parmi les traditions toujours respectées. Inchangée depuis des siècles, la fin de la fête du Ramadan rassemble des milliers de visiteurs, même si les sweatshirts ont remplacé les tenues traditionnelles. Et aujourd'hui, tout le monde filme la fête avec son téléphone portable. Mais les réseaux sociaux et les mobiles sont vus comme des outils de préservation de l'héritage harari. Restons en Éthiopie pour la note de sport de cette édition d'information. Une délégation marocaine s'est rendue hier à Addis Abeba pour une évaluation de la préparation de la CAN 2015. À 4 mois de l'ouverture de cette compétition, le comité d'organisation est allé rassurer la Confédération africaine de football. Les détails avec Michel Zoué-Eyi. Une forte délégation marocaine conduite par Mohamed Boudrika s'est rendue ce mercredi à Addis Abeba afin de présenter à nouveau les avancées de préparatifs de la CAN 2015. Ce grand rendez-vous footballistique continental et la Coupe du monde des clubs sont une véritable vitrine pour le Maroc pour démontrer sa capacité et son savoir-faire en matière d'organisation des événements sportifs mondiaux. Au cours de cette réunion, la délégation marocaine a mis un accent particulier sur tous les aspects organisationnels, notamment les infrastructures, la logistique et le transport, tout en assurant la commission d'inspection de la FIFA que tout est prêt. Rappelons tout de même que cette commission qui s'était rendue au Maroc en avril dernier avait mis en exergue la qualité des infrastructures sportives, routières, hôtelières et des installations médicales du Maroc en matière d'organisation des manifestations sportives d'envergure internationale. À l'heure actuelle, 3 des 4 stades qui doivent accueillir les rencontres de la CAN 2015 avant d'abriter la Coupe du monde des clubs 2014 en décembre sont achevés, ce qui veut dire que le Maroc songe déjà à une CAN prometteuse et réussie. Voilà qui met un terme à cette édition d'information matinale sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine. L'actualité continue sur Canal 7. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.